On peut avoir de la compassion pour eux, on peut avoir un certain regard en disant mais dans quel merdier ils se sont mis, quoi. Mais quand on est directement impliqué, là, au départ, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir ce regard au-dessus et dire les pauvres, comment je peux faire pour les aider. On ressent quelque chose, on a de la souffrance aussi pour soi, parce que c'est violent. Et c'est ça qui est surprenant, c'est-à-dire il y a des moments de sidération parce qu'il y a des moments de violence. Ouvrez les yeux juste. Ouvrez un peu les yeux en fait. Des gogoles, peut-être des gogoles. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Mais réveillez-vous, tout est calculé. Pour qu'il y ait des complotistes, comme disait ma grand-mère, il faut qu'il y ait des comploteurs. Tout est faux et planifié à l'avance. Excuse-moi, mais il faut être borne de l'œil dominant pour pas le voir. Et alors là, il me disait que j'étais vraiment un mouton, que j'avais plus de cerveau et que je faisais partie d'une expérience de manipulation de masse. On a touché le fond. Hein. À un moment, je voulais plus la voir. J'avais plus de mère. C'est horrible de s'entendre dire qu'on veut du mal aux enfants, quoi. Mon Dieu, mais jusqu'où ça va aller ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Perrine Bontemps et vous écoutez Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch qui donne la parole à celles et ceux qui subissent le complotisme au quotidien. Dans ce 4e épisode, c'est au tour de Vincent de nous confier son histoire. À 55 ans, il n'a plus de relation avec une grande partie de sa famille. Les positions parfois complotistes de sa sœur ont fait voler en éclats son cercle familial. Il nous raconte comment cela s'est mis en place, mais aussi ses prises de conscience et son combat personnel. Ma situation familiale est actuellement inexistante, je dirais. Je dirais que j'ai toujours constaté qu'il y avait un dysfonctionnement dans ma famille sans savoir qu'est-ce qu'il en était exactement. Donc j'ai toujours aimé l'indépendance, j'ai toujours aimé la liberté et j'ai jamais recherché un exemple familial. J'ai jamais voulu créer une famille. Bon, il y a en partie parce que je suis quelqu'un, voilà, c'est mon caractère, mais aussi en partie parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans la famille. Oui, c'est une famille dysfonctionnelle, c'est une famille où j'avais une mère extrêmement aimante, une famille séparée, une famille divorcée, où j'ai vécu un temps avec ma mère, après j'ai vécu un temps avec mon père, j'ai vraiment vu la différence, en fait, avec une sœur qui, quand elle était toute petite, avait des phobies très graves. Et donc, ces phobies ont fait que l'attention s'est portée sur ma sœur très tôt, et un père qui n'était pas là. Et moi, en fait, je me suis construit dans le voyage, dans la curiosité, dans l'altérité, dans l'aventure. Et sans le savoir, peut-être en faisant ce genre de voyage, la curiosité m'a un peu sauvé, en fait, je dirais, par rapport à ça. Ma relation avec ma sœur a été mauvaise dès le début. On ne s'est jamais entendu, en fait. Les seuls rapports que j'avais sympathiques avec ma sœur, c'est quand elle me demandait quelque chose. Et donc, elle était charmante et gentille quand elle était dans la demande, que ce soit pour son fils, que ce soit pour autre chose. Et en fait, elle avait des graves phobies et ça s'est aggravé au fur et à mesure des années. Moi, je pensais que ça avait vraiment disparu. Ça, c'est des peurs, en fait. C'était des peurs très, très fortes. Et ils sont avérés qu'étant adultes, elles étaient toujours là et ça m'a vraiment surpris de voir quelqu'un qui avait 30 ans et qui était encore dans des peurs enfantines. Alors par exemple, quand elle était adolescente, ou enfin quand elle avait le temps d'avoir des relations avec des garçons, en fait, elle avait un ami, il devait appeler, elle a eu une peur du sida. Donc l'ami devait appeler 15 fois Sida Info Service par jour pour dire voilà, ma copine a fait pipi le bord de l'autoroute, est-ce qu'elle risque pas d'attraper le sida ? Donc en fait, c'est quelque chose qui était récurrent et voilà. Et moi, je m'en suis aperçu, en fait, quand on était chez des amis, j'avais une amie qui était séropositive et elle s'est dit je ne vais pas embrasser cette femme parce que si je l'embrasse, je risque d'avoir le sida. Je dis mais non, tu risques absolument rien, il n'y a aucune chose qui peut prouver ça. Et en fait, le social a fait qu'elle a dû l'embrasser, parce qu'on ne quitte pas les gens sans embrasser en France, on va dire, et elle a dû le faire, et elle est tombée en panique, en fait. Et elle s'est mise à saigner du nez dans la voiture, elle a paniqué, et moi j'ai dû appeler cet ami qui était séropositif à 1h du matin, de lui dire il faut que tu la calmes. Et peu à peu,
Alors qu'à l'approche de la quarantaine, les peurs infondées de la sœur de Vincent se raccrochent à des théories conspirationnistes. Je m'en suis aperçu dans les années 2010, par là. Et donc, en fait, c'est vraiment, pour moi, je vois ça comme un creuset, quoi. C'est très poreux parce qu'elle est rentrée par plusieurs voies. Mais je dirais que la voie principale, c'était tout ce qui était médecine alternative, parce qu'elle s'intéressait à la naturopathie. Et donc, voilà, c'était un petit peu les premiers délires. Alors, elle avait vraiment des choses, comme disait Jacques Chirac, abracadabrantesques. Donc, on en rigolait, quoi, au départ. Donc, je me rappelle de son fils qui me disait « Obama est un lézard ». Je lui dis « Qu'est-ce que tu veux me dire par Obama est un lézard ?» Ben oui. Et donc là, j'ai compris qu'elle suivait plus tard, qu'elle suivait les conseils de David Icke et ces histoires de lézards qui sont pris tout droit dans un truc de science-fiction, en fait. David Icke est l'un des plus influents théoriciens du complot britannique. Il est surtout connu pour avoir popularisé dans les années 1990 le mythe complotiste, selon lequel le monde serait secrètement dirigé par des reptiles humanoïdes venus de la constellation Draco. Parmi ces reptiliens présumés, Icke compte les membres de la famille Rothschild, George W. Bush, Hillary Clinton ou encore la reine d'Angleterre. That's working through the Gateses and the Schwabs and all these other people. That's working through the Rothschilds and the Rockefellers. Icke relaie également toutes les grandes théories du complot connues sur les attentats du 11 septembre 2001, les Illuminati, le Nouvel Ordre mondial, la pandémie de Covid-19 ou encore la vaccination. Et donc après, je me suis interrogé et j'en riais au départ, c'est-à-dire j'en parlais à mes cousins et mes cousines en prenant pas ça trop au sérieux, en trouvant que c'était complètement ridicule, mais je voyais pas où ça pouvait amener. Et ensuite, elle a eu peur de la fin du monde de 2012. Il y a eu cette période-là. En 2012, c'est le petit village de Bugarache, dans l'Aude, qui est au centre de toutes les attentions. L'apocalypse doit survenir le 21 décembre 2012. Seuls quelques humains doivent être sauvés par des extraterrestres sur le pic de Bugarache. Ça peut nous paraître anodin aujourd'hui, après le Covid, la guerre en Ukraine, etc. Mais l'annonce de la fin du monde pour 2012 a constitué un moment clé dans la diffusion des théories conspirationnistes auprès du grand public. Certaines figures comme Sylvain Durif, l'autoproclamé Christ cosmique, connaissent à l'époque une grande popularité sur Internet. Moi je suis avatar en fait, en lien avec les énergies de la Vierge Marie, les énergies de Jésus, pour accomplir la régénération à l'échelle de l'humanité, que ce soit sur Terre, sous Terre ou dans le cosmos. Elle avait un espèce d'objet qu'elle mettait sur la table et qui devait filtrer certaines choses. Et toutes les personnes qui ne suivaient pas ça, vous verrez, ce sera la fin du monde, vous n'allez pas survivre, etc. Puis bien sûr, la fin du monde, elle n'est pas arrivée, quoi. Voilà. Et ça a influencé un peu ma mère aussi, quelque part, quoi. Elle n'était pas loin. Et une des choses dont je me rappelle, c'est qu'il y avait soi-disant des pierres à mettre sur le corps. À certains endroits, c'était des petites pierres en calcaire avec des chiffres, avec des lettres dessus. Et ça n'avait absolument aucune preuve scientifique de quoi que ce soit. Et ma mère avait été influencée. Un jour, je roule en voiture avec ma mère. Je lui dis, écoute, c'est des conneries, ça. Tu veux que je les balance par la fenêtre, tes petites pierres ? Elle me dit, oui, t'as raison, balance-les. Donc j'ai balancé les petites pierres par la fenêtre. Mais elle avait influencé ma mère jusqu'au point où elle devait, avant de se coucher, mettre ses pierres au niveau de la tête, au niveau des points méridiens, etc. Et voilà, ce genre de choses-là, quoi. Je la sentais déjà un peu manipulée, un peu contrôlée. Si elle faisait pas ça, ou par exemple, elle me disait, ne dis rien, parce que sinon, ta sœur va l'entendre et ça va devenir, ça va être terrible. Donc elle avait une peur déjà qui était sous-jacente, quoi. Après, elle avait rencontré un naturopathe qui lui disait que les mammouths vivaient au centre de la Terre. Donc moi qui m'intéresse à la préhistoire, qui suis passionné de préhistoire, je dis c'était une aberration pour moi des mammouths qui vivent au centre de la Terre. Et voilà, et je m'apercevais qu'elle y croyait vraiment, quoi. C'était très sérieux. Et donc voilà, et donc c'est devenu un peu la personne de référence. Et cette personne de référence a commencé à donner des noms, à dire voilà, il faut que tu suives un tel. Et donc la première personne dont je me rappelle qu'elle a vraiment suivi, c'est un monsieur qui s'appelle Michel Dognat. Michel Dognat est un naturopathe français, auteur de plusieurs ouvrages et chroniques dans des magazines de santé alternative. Il y relaie plusieurs théories du complot, notamment sur le Covid. D'après lui, le vaccin serait une solution finale qui aurait pour but de transformer les populations en mammifères OGM programmables à distance par la 5G. Enfin, parmi les mouvances qu'elle suivait, en fait, il y a toute cette partie médecine alternative.
Donc les noms, alors j'ai vraiment essayé de me souvenir de tous les noms. Donc entre Michel Dognat, Tal Schaller, Jean-Jacques Crèvecoeur, j'ai vu des vidéos de Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est absolument hallucinant. Irène Grosjean, Thierry Casasnovas, voilà, ce sont de gens de personnes qu'elle suivait à travers les réseaux. Les mammographies causent les cancers du sein. La chimiothérapie n'apporte qu'une seule chose, c'est 50 000 € à la personne qui va la vendre. On n'est pas malade à cause des microbes, des coups de froid, de tout ce qu'on peut imaginer. On est malade parce qu'on a fait mal à Dieu. Moi, j'ai ça, par exemple, avec des malades du sida. Au début, ils étaient épuisés, comme ça, grabataires à New York, et ils buvaient leur urine 3 jours après, et ils couraient dans Central Park. En fait, Justin Trudeau est le fils naturel de Fidel Castro. Est-ce que vous saviez ça? Tout ça, c'est une histoire d'état profond avec tous les liens avec le communisme, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais voilà, ça permutait aussi dans tous les mouvements racistes et anti-sionistes, anti-juifs. Donc Dieudonné, Alain Soral, donc ça je savais qu'elle suivait aussi Alain Soral. Et donc je suis allé par curiosité voir qui c'était, et ça m'a vraiment effrayé. Alain Soral est un polémiste d'extrême droite. Est-ce qu'on ne se sert pas l'équipe de France Noire comme vitrine, qu'il faut négrifier la France pour être performant? Ça c'est le côté manip politique malheureusement qui me dépasse et qui nous dépasse un peu. Dieudonné, lui, est un humoriste qui s'est transformé en polémiste antisémite depuis une vingtaine d'années. Oui, je le dis haut et fort, Stéphane Blais, mon ami, a été tué par la mafia juive. Tous deux sont des figures bien connues et condamnées à de multiples reprises, notamment pour injures raciales. Les gens aujourd'hui qui ont en charge la médecine d'État, nous avons donc Lévy, Buzyn, Hirsch, Gage, Doré, Jacob, Salomon, enfin je veux dire c'est la liste de Schindler. Incitation à la haine raciale, apologie de crimes de guerre et contre l'humanité, ou encore négationnisme. Chaud, 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 ananas. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Chaud, ananas. Et la vraie, pour moi, le vrai moment où je me suis dit c'est plus possible, c'est quand il y a eu Charlie Hebdo. C'est-à-dire au moment de Charlie Hebdo, il y avait l'histoire de Koulibaly qui avait tué. Je crois que si je me rappelle bien, c'était des personnes qui étaient dans un supermarché, si je me rappelle bien. L'attentat qui a visé Charlie Hebdo a marqué le début d'une série d'attentats à Paris. Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi tuent 12 personnes dans les locaux du journal satirique avant de prendre la fuite. 2 jours plus tard, le 9 janvier, un supermarché Cachère est pris pour cible par Amédi Koulibaly. L'assaillant menace de tirer si les frères Kouachi ne sont pas relâchés par la gendarmerie. 4 personnes sont assassinées durant cette prise d'otage, toutes de confession juive. Les 3 terroristes seront finalement abattus par les forces de l'ordre. Ce soir, je suis Charlie. Ce soir, nous sommes tous Charlie. Des applaudissements spontanés, puis le silence de milliers d'anonymes venus rendre hommage aux disparus. Et donc, elle a repris les propos de Dieudonné, qui disait « Je suis Charlie Koulibaly ». Quand on était tous « Je suis Charlie », elle m'a dit « Je suis Charlie Koulibaly ». Je dis « Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter, là, Charlie ?» Et donc là, j'ai compris qu'elle tenait des propos racistes, quelque part. Dieudonné a été condamné suite à ces propos. En 2023, il a écopé de 2 mois de prison avec sursis pour apologie d'actes de terrorisme. Donc elle accusait la France d'être sous faux drapeau, elle est rentrée dans l'histoire des protocoles de sages de Sion, elle rentrait dans l'antisémitisme. Les protocoles des sages de Sion sont un faux document qui se présente comme un plan secret de domination du monde par les Juifs. Ils ont été fabriqués au début du XXe siècle. En 1921, il a été démontré que les protocoles étaient un plagiat d'un pamphlet paru dans les années 1860. Ce document a toutefois longtemps alimenté l'idéologie antisémite, en justifiant notamment les persécutions anti-juives et le passage à l'acte génocidaire. Je lui ai dit, écoute, c'est du racisme ce que tu es en train de me faire là. Tu connais l'histoire de notre pays, ce qui s'est passé, tu peux pas avoir des propos pareils, quoi. Et elle me dit, non, c'est pas du tout, tu comprends rien, c'est pas être raciste ou anti-juif, c'est être antisioniste. Alors je lui dis, mais c'est quoi la différence? Tu peux m'expliquer ce que c'est la différence?
elle n'a pas été capable de m'expliquer. Et généralement, quand elle est dans l'incapacité quand elle a de l'argumentation en face, elle devient violente. Donc ça va être jet d'un objet. Elle n'a plus de réponse, donc elle prend le premier objet qui est en face d'elle et elle le jette à la face. Ou alors elle me dit, je vais t'attaquer en diffamation. Voilà. Pourquoi ? Bien sûr, elle ne va pas m'attaquer en diffamation, mais voilà, c'était ce genre de manque d'arguments, attaque. Et tu n'es pas ouvert sur autre chose. Et là, je lui ai dit, mais c'est pas ça l'ouverture. C'est plutôt toi qui manque d'ouverture. Voilà. Donc c'était un peu ce genre de discours, en fait, qui n'amène à rien. C'est un petit peu comme si on discutait avec des platistes et quelqu'un qui est allé dans l'espace. Il y a un moment donné, le terrain d'entente n'est pas possible, quoi. C'est impossible de discuter avec des gens qui sont à l'opposé, à l'inverse. Voilà. Mais bon, j'avais un défaut, c'est-à-dire que j'ai un défaut aussi de réaction. C'est-à-dire, au départ, quand on ne connaît pas les problèmes, on a envie de raisonner ces personnes-là. Mais on ne peut pas les raisonner. Et ça, je m'en suis aperçu très rapidement. C'est-à-dire, plus on essaye de les raisonner, plus on essaye de lutter contre leur manque de discernement ou de raison, plus ça accentue leur croyance et leur fanatisme. Parce que moi, je dirais que c'est de l'ordre du fanatisme, en fait. Parce qu'elle prenait tout sous le biais fanatique, en fait. Elle prenait tout au pied de la lettre et voilà. Alors, en fait, il y a eu donation des parents du temps des vivants des parents, ce qui est une bonne chose. Ma sœur a hérité du bien de ma mère. Et donc, ma sœur s'est installée sur le terrain. Elle vivait sous yourte. Et en s'installant sur le terrain, il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai dit, elle a commencé à avoir peur du Linky. Elle ne voulait pas que le Linky soit installé sur place. Le compteur Linky, elle avait peur parce que ce sont toujours les mêmes peurs enfantines qui ressurgissaient, parce qu'il y avait des ondes, parce que les ondes étaient dangereuses et que ça pouvait atteindre le cerveau. Enfin, je ne sais pas quel genre de peur, mais c'était ce style-là de peur, quoi, en fait. Elle a même, en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'elle a fait faire un faux, c'est-à-dire qu'elle a fait écrire à ma mère sur un papier « Je vous interdis de signer du nom et du prénom de ma mère », destiné à l'EDF, quoi. Ce refus, face au compteur Linky, n'est pas un cas isolé. Une partie de la population s'est opposée à l'installation de ces compteurs électriques de nouvelle génération, au motif qu'ils seraient nocifs pour la santé. On n'a pas la preuve que ces compteurs n'émettent pas des ondes. Pourtant, les ondes émises par les compteurs Linky, qui circulent à travers des câbles électriques, sont plus faibles que celles émises par nos téléphones portables ou le réseau Wi-Fi. Et ma mère commençait à être malade et elle ne prenait pas soin d'elle. Il y a eu même des privations de nourriture, il y a eu du rationnement, des choses comme ça, quoi. Donc ma mère qui aimait manger bio, tout d'un coup, n'a plus pu manger bio parce qu'elle était rationnée quand elle s'est retrouvée sous curatelle, quoi. Donc là, pour moi, c'était des lignes rouges, ça sonnait, et je dis, ça devient de plus en plus grave, quoi. Et je l'ai vu à multiples reprises de voir des gens qui sont dans le contrôle permanent. C'est des gens qui ont besoin d'être dans le contrôle, donc il y a de la manipulation, et qui dit manipulation peut aussi dire maltraitance. Et donc les biais, enfin les liens entre maltraitance et conspirationnisme, moi je le fais sans problème, quoi. Je vois très souvent que ça peut passer de l'un à l'autre, quoi, très facilement. Et en fait, voilà, l'Alzheimer s'est aggravé. Et ensuite, elle s'est substituée aux aides-soignantes qui venaient chez elle à ce moment-là. Et elle a remplacé les aides-soignantes et elle l'a forcée à prendre un bain. Et elle lui a cassé une côte. Donc suite à ça, elle a été mise ensuite en EHPAD spécialisé. Et voilà, pour moi, c'était un soulagement parce qu'elle échappait un peu à l'influence de ma sœur. Et moi, je n'étais pas installé vraiment. J'étais dans une période un peu trouble. J'ai réussi à m'installer et j'ai essayé de faire venir ma maman près de chez moi et j'ai échoué. Parce que je me suis rendu compte qu'elle n'était plus dans l'état. Elle était dans la phase terminale Alzheimer et voilà. Et après, elle est décédée. Et pour moi, son décès a été un soulagement parce que voilà, elle était libérée de quelque chose, quoi. Alors
Alors c'est là, en fait, au moment du Covid, que ma sœur s'est révélée dans toute sa splendeur, on va dire, si je peux parler comme ça. En fait, ma mère était en EHPAD, elle était la seule personne qui n'était pas vaccinée. Donc, moi, j'ai contacté la tutelle qui n'avait, entre guillemets, jamais rencontré ma mère, ou très très peu. Donc, c'était une tutelle voilà. Et je pense qu'elle a été aussi manipulée par ma sœur. Et cette personne-là, je lui ai dit, écoutez, madame, je vous préviens, ma maman est la seule personne qui n'est pas vaccinée dans tous les EHPAD. Voilà, on est en pleine épidémie de Covid, c'était en 2021, c'était là, je ne sais plus là combien de vagues. Voilà, si ma mère meurt du Covid, je vous signale que je vous attaquerai. Et donc elle a eu peur, elle a contacté ma sœur, elle a dit, écoutez madame, il faut me donner des preuves que votre mère est contre le vaccin. Et bien sûr, je savais pertinemment que c'était ma sœur qui était contre le vaccin, ma mère ne l'était pas. Donc ma sœur a envoyé un email à toute la famille en disant, donnez-moi des preuves. Elle n'a pas demandé à savoir si vraiment ma mère était pour ou contre. Elle voulait des preuves que ma mère était contre le vaccin. Bien sûr, tout le monde n'a pas répondu positivement à sa demande et certaines personnes ont dit, écoute, ta maman, à ce que je sache, elle vous a vacciné, elle n'est pas contre. Et donc là, elle est partie dans une colère. Elle a commencé à insulter les gens sur Internet. Moi, je jubilais un peu parce que je voyais dans quoi elle allait. Et elle a simplement écrit ben oui, je suis anti-vax, je suis pour Trump et je milite pour Zemmour. Et ça a fait réagir, une partie de mes cousins en disant mais ta sœur est folle. Et moi, je leur ai répondu, écoutez, ça fait 15 ans que je vous dis qu'elle est folle, ma sœur. En 2019-2020, j'ai vraiment eu une crise personnelle, vraiment quelque chose d'assez dur, parce que je subissais beaucoup de choses, en fait. Tout s'est conjugué. Et voilà, cette année-là, j'ai eu une histoire amoureuse avec une femme qui s'est avérée fonctionner un peu de la même façon que ma sœur, mais avec différents ressorts, en fait. C'était différent. Et en fait, cette relation amoureuse, ça a été violent parce que ce que j'ai vécu m'a permis de comprendre en fait tous les liens toxiques, tout le dysfonctionnement familial. Donc même si ça a été un moment douloureux et difficile et il a fallu faire face à une sorte d'effondrement quelque part, ça m'a permis en fait de comprendre d'une façon assez lucide tout le fonctionnement familial. Donc quelque part cette femme-là, je devrais la remercier parce que grâce à elle en fait, ou grâce aussi à moi parce que j'ai quand même fait mon travail personnel. Ça m'a permis ça a été une révélation, quoi. Alors, ce ne sont pas les mêmes biais que ma sœur, mais c'est une porte d'entrée différente à travers le complotisme, mais ça amène au même résultat, quoi. Oui, donc la porte d'entrée de cet ex-ami, ça s'est fait par le biais du New Age et par le biais des mouvements sectaires, enfin, j'appellerais ça mouvements sectaires, et du développement personnel. Que j'appellerais développement impersonnel, parce que ça n'a rien de personnel, en fait, puisque ça s'adresse à des millions de personnes. Et puis, après, j'ai vraiment appris qui elle était beaucoup plus tard, voilà, parce que, étant allemande, elle suivait beaucoup tout ce qui est mouvement anthroposophique. Et voilà, alors l'anecdote, elle est tombée malade. On était aux États-Unis, j'ai fait un voyage avec elle aux États-Unis, et elle a bu de l'eau de rivière et je lui dis mais ne bois pas cette eau, tu risques de tomber malade. Elle a bu cette eau de rivière et quelques semaines plus tard, en revenant dans son pays, elle a chopé une guardiase. Et elle était obtuse dans le fait que je ne dois pas me soigner. Donc je me dis mais soigne-toi, va voir un médecin, enfin tu peux pas te laisser dépérir comme ça. Et en fait, je ne savais pas encore, mais c'est tout le message de l'anthroposophie, c'est-à-dire il ne faut pas toucher aux antibiotiques, il ne faut pas toucher aux vaccins, parce que c'est mauvais pour son karma. L'anthroposophie est un courant de pensée créé dans les années 1910 par l'Autrichien Rudolf Steiner. De ce courant sont issues les écoles hors contrat Steiner-Waldorf, la médecine anthroposophique, controversée et non conventionnelle, la biodynamie en agriculture, ou encore des banques, comme la NEF en France. La médecine anthroposophique et la pédagogie Steiner font l'objet d'une surveillance particulière, notamment de la part de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, aussi appelée Miviludes. Aussi bien pour ma sœur que pour mon ex-ami,
j'ai eu des chocs en fait. Donc il y a eu un moment de sidération aussi bien pour l'une que pour l'autre en fait. Donc pour ma sœur, ça a été le moment de sidération, ça a été le fait qu'elle supporte Dieudonné. Ça a été un mouvement de sidération. Ou même Trump. Et pour mon ex-amie, le moment de sidération, ça a été le fait qu'elle soit contre, qu'elle nie le changement climatique. Elle disait que voilà, il y a d'autres façons de penser les choses, qu'il y a eu des glaciations avant, que voilà, que ceci, cela, que nous on n'est pas responsables. Donc il y a une façon de se déresponsabiliser en fait. Donc qu'on remette en cause des faits scientifiques et qu'on trouve une vérité alternative, pour moi c'est un choc quoi. Le climato-scepticisme connaît une hausse dans nos sociétés ces dernières années. Il s'agit de nier le changement climatique ou bien de ne pas l'attribuer à l'activité humaine. Dans les deux cas, les climato-sceptiques remettent en cause le consensus scientifique et particulièrement les rapports du GIEC. Complément d'enquête a d'ailleurs réalisé une émission sur le sujet, La guerre de l'information sur le climat, à voir en replay sur France TV pour en savoir plus. En voici quelques extraits. Le climat a toujours changé. Et donc il monte, il descend, il monte, il descend. Donc vous dites qu'il n'y a aucune action de CO2 sur le réchauffement climatique? Je dis on n'en a pas la moindre preuve que les changements actuels soient plus importants ou moins importants que les changements d'autrefois. On dit ça dérègle le climat. D'abord, il faudrait déjà qu'il y ait un règlement du climat. Si quelqu'un a le règlement du climat, ça m'intéresse. Hein. Et en même temps, ce qui était assez étonnant, c'est que voilà, elle se préparait à une fin du monde aussi. Il y avait ce côté survivaliste aussi qui était présent. Donc je me rappelle, on m'a montré une cave avec des victuailles en cas de fin du monde. Donc on retrouve encore une histoire de fin du monde dans ça, quoi. On peut avoir de la compassion pour eux, on peut avoir un certain regard en disant mais dans quel merdier ils se sont mis, quoi. Mais quand on est directement impliqué, là, au départ, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir ce regard au-dessus et dire les pauvres, comment je peux faire pour les aider. On ressent quelque chose, on a de la souffrance aussi pour soi, parce que c'est violent. Et c'est ça qui est surprenant, c'est-à-dire il y a des moments de sidération parce qu'il y a des moments de violence. Donc après, il y a une étape de méfiance. Donc on ne fait plus confiance aux humains de la même façon quand on a vraiment souffert de cette façon-là. On a une tendance à juger les autres qu'on n'avait pas avant. Donc moi, quand je me trouve très souvent en face de quelqu'un, j'ai tendance à m'interroger si cette personne est oui ou non dans des mouvements conspirationnistes ou pas. Et donc moi, j'applique ma théorie j'appelle ça ma théorie du fruit pourri. C'est-à-dire que je dis, est-ce que ce fruit est récupérable ? Oui ou non ? Combien de quartiers sont contaminés? Et des fois, on peut récupérer le fruit. Des fois, non. Des fois, pour moi, le fruit est tellement pourri qu'il est récupérable. J'ai rencontré pas mal de gens. Et ce qui est assez intéressant dans mon cas, je les ai rencontrés à tous les niveaux. Au niveau familial, mais au niveau professionnel, au niveau pas mal, au niveau l'amitié aussi. J'ai des amis, je me suis senti trahi parce que j'ai vraiment vu la même chose chez certains amis. Ce sont souvent des personnes intelligentes, très intelligentes, et qui ont des traumas et qui n'ont pas pu avancer et qui restent dans ces peurs ou qui s'inventent des peurs. Donc moi, je pense que ce sont des gens qui ont fondé toute leur vie sur ces croyances-là et on est leurs ennemis quelque part parce que si on se confronte à eux, leurs fondations sont ébranlées. Et ça, je l'ai vu, de voir les fondations ébranlées. Et quand on a ces fondations ébranlées, on a tendance à être... c'est sa vie entière qui peut s'écrouler en fait. Ce qui m'a vraiment donné envie de témoigner, c'est aussi pour rendre justice à ma maman, parce que en parlant d'elle, on l'a fait exister un petit peu. Elle n'est pas dans l'oubli. Voilà, au moment où je vous parle, demain c'est son anniversaire. Donc voilà, c'est parler de quelqu'un qui est décédé, ça l'a fait exister, c'est lui rendre justice et c'est dire les choses. J'ai vraiment eu de la colère en fait pendant vraiment un moment. Il y avait vraiment une colère très très forte parce que voilà, j'ai peut-être un esprit colérique aussi quelque part. Que des fois je dois réfréner. Donc, mais vraiment il y avait de la colère contre tout ce qui a été fait, et notamment à l'encontre de ma maman, quoi, parce que ça m'a touché profondément de savoir ça.
Alors, il y a de la souffrance, j'ai eu un besoin de ressasser tout ça. Maintenant, je peux en parler sans en souffrir, quoi. Je trouve qu'il faut en parler avec humour, si on peut le faire, parce que l'humour, c'est la meilleure façon de pouvoir contrer. J'ai constaté ça, c'est-à-dire si on rit de toutes ces choses-là, finalement, c'est un des meilleures armes pour combattre ces mouvements-là, parce qu'ils se prennent très au sérieux, justement. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Merci encore à Vincent pour son témoignage. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Perrine Bontemps, avec l'aide de Victor Motin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées, et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous aimez le podcast, vous pouvez le partager et nous laisser 5 étoiles pour le faire connaître. Et si vous souhaitez nous raconter votre histoire, vous pouvez nous écrire dans le formulaire de contact qui se trouve sur notre site conspiracywatch.info ou par mail. Merci pour votre écoute, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau témoignage. Vous avez entendu les voix de Thierry Casasnovas, Irène Grosjean, Jean-Jacques Crèvecoeur, Tal Chaleur, Alain Soral et Dieudonné, ainsi que des extraits d'une vidéo d'Ina Société, d'un JT de France 3 en janvier 2015, de Nicolas Dupont-Aignan dans une vidéo de France Info, et d'un complément d'enquête citant CNews et Sud Radio.